Bienvenue ici au château de Fontainebleau, à une soixantaine de kilomètres au sud de Paris. Ici, de nombreux rois et empereurs ont laissé leur empreinte, mais c'est François Ier qui va marquer ce lieu. Il va transformer le vieux château en palais royal. De la même manière, il va transformer la France. Le pays passe du Moyen-Âge à la Renaissance. Nous voici ici dans ce qui était à l'époque de François Ier, la chambre de la duchesse d'Étampes, Anne de Pisseleu, la deuxième grande favorite du roi. Ici a été percé un escalier sous Louis XV, mais les décors, eux, sont restés quasiment les mêmes, avec sur les murs ces femmes nues ou encore ces peintures représentant la vie amoureuse d'Alexandre le Grand. Une référence à la vie dissolue de François Ier, qui dit-on pouvoir jusqu'à 27 maîtresses à la fois. Ce grand roi d'1,98 m marqué l'histoire de France, et pourtant vous allez voir qu'il n'était pas destiné à monter sur le trône. En 1515, rien ne prédestine le duc François d'Angoulême à devenir roi. Mais coup du sort, plus de 10 garçons prétendant à la couronne meurent à la naissance. Lui, à 20 ans et 4 mois. Puis il se trouve que Charles VIII est mort sans enfant, que celui qui lui a succédé, son cousin, est mort lui aussi sans fils, et que par conséquent, quand Louis XII décède le 1er janvier, eh bien, il ne reste plus qu'un petit cousin, un lointain cousin, qui peut supporter la couronne de France, et c'est ce fameux François d'Angoulême qui va devenir François Ier. Son règne commence par une bataille et une victoire devenue célèbre, celle de Marignan. François Ier devient puissant, il a une ambition, celle d'être élu empereur par le pape, mais un autre roi, Charles de Habsbourg, dit Charles Quint, lui est préféré. Il a vraiment très mal accepté l'échec de l'élection de 1519. Il y croyait vraiment, il avait dépensé beaucoup d'argent pour ça, et que par conséquent, François Ier va se mettre en défense. Et c'est lui qui va attaquer le premier. Une lutte sans fin s'engage entre les deux hommes, mais François Ier n'enregistre que des revers. Le plus important, à Pavie, au sud de Milan. L'armée impériale attaque en pleine nuit, et en quelques heures, le camp français va disparaître complètement. François Ier va être arrêté et va être incarcéré pendant 1 an dans les prisons italiennes et puis après madrilènes. Une fois libéré, François Ier soigne son image. Il utilise l'imprimerie inventée quelques dizaines d'années plus tôt et engage des écrivains et des poètes chargés de ce qu'on appellera plus tard sa communication. Mais lorsqu'il meurt en 1547, les rois qui lui succéderont d'une autre dynastie tenteront d'en faire un souverain sans importance. Et ce n'est que 300 ans plus tard, à la Restauration, que Louis XVIII puis Charles X rappellent sa mémoire pour vanter les mérites d'une monarchie éclairée. On en a fait le prototype même de l'homme qui avait créé la civilisation française. En étant ce prince de la Renaissance, ce prince du bon goût, ce prince de la civilisation, ce prince de la galanterie, est à la fois l'idéal de l'homme français et l'idéal du français dans le monde. Cette image de prince de la Renaissance perdure jusque dans les manuels scolaires aujourd'hui. Nous voici maintenant dans un des lieux emblématiques de ce château de Fontainebleau, la grande galerie François Ier. À l'origine, le roi l'avait fait ériger pour relier ses appartements privés, sa chambre qui se trouve derrière moi, à la chapelle de la Trinité de l'autre côté. Et puis il l'a fait modifier pour en faire un grand lieu à sa gloire. On retrouve sur les murs son initiale, le F, son emblème, la salamandre. Et puis sur les murs, on peut voir ses sculptures, ses peintures, ses stucs, ses mosaïques. Il faut dire que François Ier était un grand amateur d'art. Il a fait venir ici de nombreux artistes, notamment Léonard de Vinci. François Ier, mécène, c'est un reportage de Florence Gaillard et Nordine Béziou. Un roi passionné par l'histoire, les lettres, les sciences et l'Italie. De ses campagnes militaires, le jeune François Ier revient avec une ambition, entreprendre en France ce que les Médicis ont accompli à Florence. Comme eux, le roi devient mécène et favorise les beaux-arts. Je ne sais pas si on peut dire que François Ier est un érudit, mais un homme qui s'intéressait à pratiquement tout. Aux livres, aux artistes, aux bâtiments, à la chasse, aux femmes. C'est quand même assez complet. Dès le début de son règne, François Ier s'entoure de savants et d'artistes. Des Flamands comme les frères Clouet, qui dessinent la cour, et surtout des Italiens.
Léonard de Vinci, le prix Matisse et Giulio Romano pour les tapisseries. Le roi collectionne aussi des milliers d'ouvrages. Des manuscrits enluminés du Moyen-Âge, mais aussi les tout premiers livres imprimés. Il aime avoir dans sa bibliothèque des livres en grec, des livres en latin. Il les fait traduire, il les fait éditer, il les publie. C'est le balbutiement de l'édition. Ça, c'est à l'instigation du roi. Le roi veut éclairer les esprits et repousser les frontières. Contre son rival Charles Quint, il établit une alliance avec le Grand Turc, Soliman le Magnifique. Surtout, il confie à Jacques Cartier la mission d'explorer le Nouveau Monde. C'est l'époque des grandes découvertes. Il est à la fois contemporain de ces découvertes, mais aussi acteur de ces découvertes. Ça l'intéresse. Il collectionne les tatous, des crânes d'animaux. On lui montre des Indiens qui ont été ramenés d'Amérique. François Ier se rêve en César, porteur de civilisation. Malheureux à la guerre après Marignan, il n'a de cesse de renforcer son pouvoir par le savoir. Premier roi à s'assurer du rayonnement de la France, il transmet à la postérité une certaine idée de la culture. Nous nous trouvons désormais dans la salle de bal de ce château de Fontainebleau, une immense salle de 30 mètres de long. Et je rejoins Vincent Droguet, directeur du patrimoine et des collections de ce château de Fontainebleau. C'était le château préféré de François Ier. Pourquoi plutôt que le Louvre ou Saint-Germain-en-Laye ? C'est un château qu'il affectionne particulièrement, d'abord parce qu'il l'a façonné tout au cours de son règne, et puis parce que c'est une maison qui se trouve au milieu d'une immense forêt, très giboyeuse, où il peut chasser, c'est un passionné de chasse. Alors cette salle de bal, ce n'est pas lui qui l'a fait construire, mais son fils Henri II. Et pourtant, il y a quand même beaucoup de représentations sur les murs, des scènes de banquets, des scènes de chasse aussi, et tout cela représente bien François Ier, qui était un bon vivant. Effectivement, elle nous donne bien le climat de ces fêtes de la Renaissance, qui sont bien souvent des banquets où la table joue un rôle très important, les ballets aussi, et puis la musique et le théâtre, qui sont déjà présents ici sous le règne de François Ier. Les ballets, François Ier en était friand. Il en faisait même aussi un outil diplomatique. Absolument. Comme le dira Catherine de Médicis, à partir du moment où les gens dansent ensemble, après, ils se détestent probablement un peu moins. François Ier, c'est un athlète, c'est un géant. Il mesure 1,98 m, il est très costaud, mais en même temps, il est très souple. Et donc, les activités de la danse, les activités sportives, les activités du corps, c'est quelque chose qui, pour lui, sont un grand plaisir, comme ça le sera plus tard pour Louis XIV. Alors, c'est un passionné d'art, on l'a vu tout à l'heure dans l'émission. C'est aussi un passionné d'architecture, c'est un roi bâtisseur, parce que bien sûr, il y a Fontainebleau, mais il y a aussi de nombreux châteaux en France qui ont la marque François Ier. Alors, François Ier, c'est certainement un des souverains en France, probablement le souverain français, qui a ouvert le plus de chantiers. Et c'est un souverain dont on sait qu'il maniait même le crayon pour dessiner des projets d'architecture. François Ier est capable de s'arrêter dans un lieu, ça c'est un ambassadeur italien qui nous raconte ça, de s'asseoir par terre et de dessiner un projet de château pour un endroit défini. Et l'ambassadeur dit « et après on ne faisait rien des dessins du roi ». Heureusement, parce que sinon on aurait construit des châteaux à n'en plus finir. Et parce qu'il y a Fontainebleau bien sûr, mais il y a tous les châteaux de la Loire, également le château de Chambord. Bien sûr. C'est lui qui met Chambord en chantier, avec comme seul programme architectural l'idée de faire la demeure la plus splendide de son temps. Parce qu'on est dans une compétition extraordinaire entre Charles Quint, Henri VIII et François Ier. Pour de nombreux écoliers français, l'an 1515 est inoubliable. C'est l'année d'accession au trône de François Ier. C'est aussi l'année de sa première bataille, sa première grande bataille, celle de Marignan, il y a tout juste 500 ans. Mais au fait, où se trouve Marignan et qui étaient les adversaires de François Ier? C'est l'heure d'une bonne révision. En bonne place dans l'histoire de France, Marignan, 1515, facile à retenir. Ça vous dit quelque chose, Marignan? Marignan, bien sûr, 1515. Vous savez où c'était? Où c'est? J'ai un petit trou de mémoire, mais ça va revenir. Et contre qui? Oh, vous m'avez piégé, là. Et voilà, c'est là où le bas blesse. Où se passait la bataille, qui était le roi de France, qui était l'adversaire de l'armée française. Des faits bien oubliés,
et depuis longtemps. Contre qui? Oh, je n'en ai plus le souvenir. Les Italiens. Les Italiens, oui. Sur les Autrichiens. Contre les Anglais. Récapitulons donc. Le site de la bataille est situé à 15 km au sud-est de Milan. Une morne plaine où plus rien ne subsiste de ce conflit. 5 siècles ont passé, ici se tenait pourtant le quartier général de François Ier. En 1515, 5 siècles ont passé, ici se tenait pourtant le quartier général ici se tenait pourtant le quartier général de François Ier. En 1515, seule la France en bleu est bien reconnaissable. Face à elle, une kyrielle d'États dominée au centre de l'Europe par le Saint-Empire germanique, ici délimité en rouge. Pour François Ier, l'enjeu est de conquérir le richissime duché de Milan, possession de l'Empire germanique. Et maintenant, la bataille. Plusieurs dizaines de milliers d'hommes jetés les uns contre les autres à la conquête de Milan. La France et la République de Venise contre les redoutables Suisses, mercenaires des Allemands. Le choc a lieu à Marignan. Il est énorme et très sanglant. Mais pourquoi est-ce si intéressant aujourd'hui? L'explication se trouve à la basilique Saint-Denis, le cimetière des rois de France, devant la tombe de François Ier et sa frise de marbre. Elle offre des détails décisifs concernant la bataille de Marignan. À droite, vous avez l'artillerie. Pour l'une des premières fois de l'histoire de France, l'armée française compte plusieurs dizaines de pièces d'artillerie, canons moyens et lourds. À gauche, vous avez au contraire une vision tout à fait traditionnelle du monarque, équipé en chevalier, qui charge la lance au poing. Comme au Moyen-Âge. Comme au Moyen-Âge. C'est donc l'artillerie qui a fait la différence. Elle sera désormais l'avenir des batailles. En une seule journée, 8000 Suisses sont tués, un quart de l'armée. Contrainte de faire la paix avec son voisin français, la Suisse entame alors son chemin vers la neutralité. Voilà pour cette émission consacrée au premier roi de France à se faire